On peut Oui, commencer. On peut on a dit. commencer. Oui, parfait. Merci. Bonsoir tout le monde. Nous allons voir aujourd'hui la génétique mendélienne. Avant de commencer, on est obligé de voir des notions essentielles en génétique. Premièrement, on va un peu définir l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est un mot venant du latin, hereditas, qui veut dire la transmission. Donc dans la génétique mendélienne, on va voir la transmission des caractéristiques d'un individu. Ces caractéristiques sont bien sûr transmissibles d'une génération à une autre. Le support de l'hérédité, c'est le gène. Donc, le gène est localisé sur le chromosome. Il a un emplacement spécifique, un site physique qu'on appelle le locus. Donc, chaque gène est sous la forme d'un double exemplaire qu'on appelle les allèles. Donc, sur chaque chromosome, nous avons un emplacement spécifique pour le gène qu'on appelle locus et on a une version donc, de ce gène qu'on appelle les allèles. Comme on voit ici, on a l'allèle 1 qui représente le gène qui code pour la couleur des cheveux bruns et l'allèle 2 qui code, donc le gène qui code pour la couleur des cheveux blancs. Maintenant, lorsque les deux allèles donc, ne sont pas identiques, le caractère qu'on va voir, c'est le caractère dominant. C'est lui qui va s'exprimer. Donc, c'est clair jusque-là? Oui, docteur. Pourquoi on a dit qu'on a deux allèles? Donc, c'est deux copies même gène, parce que nous avons deux chromosomes. On sait très bien que chez l'humain, on a 46 chromosomes. Donc, les chromosomes sont paires. Nous avons 20 paires de chromosomes. Dans chaque paire, nous avons un chromosome d'origine paternelle et un chromosome d'origine maternelle. Donc, et là, on a ici, regardez, deux allèles différents du même gène. Celui qui est représenté en jaune et celui qui est représenté en rouge. Les deux allèles pour les chromosomes, donc la même paire, ils peuvent être identiques, comme on le voit ici, grand A, comme ils peuvent être différents. Donc, un homozygote et des zygotes lorsque ces deux allèles sont identiques, comme on a ici grand A et grand A. Il est dit hétérozygote lorsque les deux allèles d'un même gène sont différents, comme on a ici l'allèle grand A et l'allèle petit a. Maintenant, le génotype. Donc, c'est quoi un génotype? Le génotype, c'est la constitution génétique de l'individu. C'est un ensemble des allèles qui sont retenus pour un individu. Maintenant, le génotype est ancré donc, dans les gènes. Nous, ce qu'on va voir, c'est le phénotype. Le phénotype, donc des caractères qui sont observables au niveau d'un individu. Donc, c'est l'expression visible du génotype. Ces caractères peuvent être normaux, comme on a vu tout à l'heure la couleur des yeux ou bien la couleur des cheveux, comme ils peuvent être pathologiques. Et là, lorsque le gène est et ces sont en rapport avec une maladie précise. Donc, dans le phénotype, nous avons des caractères ça, c'était des notions d'ordre général sur la génétique. Maintenant, la génétique mendélienne. Pourquoi on parle de génétique mendélienne? C'est par rapport aux travaux d'un moine autrichien qui n'est autre que Gregor Mendel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une série d'expériences au niveau du jardin de son monastère. Nous, ce qu'on va retenir, c'est les résultats qu'il a obtenus. À partir de ces expériences, ont découlé 3 lois. Donc, la première loi, c'est la loi d'uniformité de la première génération. Qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a croisé deux populations de pois et qui avaient des couleurs différentes,
C'était des lignées pures qui ne se croisaient qu'entre elles. Et qu'est-ce qu'il a obtenu au cours de la première génération, dite F1? La première génération, elle est uniforme. Il a obtenu donc une proportion de 100%. Docteur? La deuxième loi de Mendel, c'est lorsqu'il a croisé. Docteur? C'est bon, vous entendez? Oui. Lorsqu'il a. Non, ça s'est coupé. Ça s'est coupé? Docteur? Oui, oui. Oui. Pourriez-vous répéter la première loi? La première loi, c'est la loi d'uniformité de la première Oui. génération. Je vous ai dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a croisé donc des poids de couleurs différentes. Des poids de parce que c'est la génération phi. Elle est parce que de jaune. Au cours de la deuxième génération, il a croisé donc la génération F1 entre elles. Lorsqu'il les a croisées, qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué que des caractères des grands-parents, d'autres caractères ont ressorti. Et de là, il a remarqué donc que dans ces allèles, il y avait des allèles qui ségrèguent tout seuls. Après, on va les voir chez l'humain. La troisième génération, c'est lorsqu'il a croisé, donc c'est ce qu'on appelle le dihybridisme. C'est deux couples d'allèles. Donc, c'est spécifique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la première et la deuxième loi qu'on va revoir chez l'humain. Donc, maintenant, on va voir les maladies héréditaires mendéliennes. Donc, pourquoi elles sont dites mendéliennes ou bien monogéniques? Parce que c'est des maladies qui sont dues à une mutation d'un seul gène par rapport à d'autres maladies qu'on appelle les maladies polygéniques où il y a plusieurs gènes ou bien les maladies multifactorielles, donc où on a une mutation génétique avec des facteurs environnementaux qui vont intervenir. Les maladies monogéniques sont dues à une mutation d'un seul gène. Elles représentent environ 4500 maladies. C'est des maladies héréditaires, donc elles sont, est-ce que vous vous rappelez au début, la définition de l'hérédité? On a dit c'est des caractères qui sont transmissibles de génération en génération. Donc lorsqu'il y aura mutation d'un seul gène, ces caractères seront transmissibles de génération en génération. Elles sont importantes parce qu'elles représentent une cause importante des échecs de la reproduction, des avortements, surtout au cours du premier trimestre de la grossesse, des avortements précoces. Elles sont responsables également de mortalité périnatale. Elles sont responsables aussi d'handicap social parce qu'elles vont entraîner des retards mentaux, elles vont entraîner des de maladies. C'est principalement des maladies de l'enfant. Donc, elles vont se manifester dans la plupart du temps chez l'enfant. Mais on a d'autres où les manifestations cliniques vont augmenter surtout avec l'âge. 5% se développent après la puberté et 1% réduction. Il existe 4 types d'hérédité mendélienne. Donc, on a soit elle est dite autosomique dominante, soit autosomique récessive, soit liée à l'X dominante ou bien liée à l'X récessive. Donc, on va définir chaque type d'hérédité. Pourquoi on dit que c'est dominant? On parle donc de dominance ou bien de récessivité. On parle de dominance et de récessivité par rapport aux allèles. Donc, lorsqu'on a l'altération, on a dit l'altération donc d'un seul de ces allèles est suffisante pour donner les signes cliniques de la maladie, elle est dite dominante. Lorsqu'il faut l'altération des 2 allèles pour donner la maladie est dite récessive.
Donc, les maladies maintenant autosomiques. Pourquoi elles sont dites autosomiques? Est-ce que vous vous rappelez, on avait dit que nous avons 46 chromosomes, donc 23 paires. Ici, c'est un karyotype humain, donc il représente les 23 paires de chromosomes. Dans ce karyotype, nous avons 22 autosomes. De la première paire jusqu'à la 22e paire, c'est les autosomes. Ensuite, la 23e paire, c'est ce qu'on appelle les gonosomes ou bien les chromosomes sexuels. Donc, lorsque on parle de maladies autosomiques, lorsque les gènes qui sont responsables de la maladie sont situés sur ces autosomes, c'est-à-dire de la première à la 22e paire. Maintenant, les maladies sont dites liées à l'X lorsque le gène est situé sur les gonosomes. Nous avons ici un karyotype humain, encore une fois, avec les 23 paires de chromosomes. Nous avons ici les autosomes, donc de la première à la 22e paire, et on a la paire de chromosomes sexuels ou bien les gonosomes. Chez un individu de sexe féminin, nous avons donc XX, et chez l'individu de sexe masculin, nous avons XY. Pourquoi on a parlé donc de maladies liées à l'X? Parce qu'elles sont beaucoup plus fréquentes. Donc, rarement où on a des maladies liées à l'Y. Donc, elles sont beaucoup plus rares. Donc, c'est clair pour les maladies donc, autosomiques. Ça touche donc de la première à la 22e paire. Les maladies liées à l'X, elles touchent donc le chromosome sexuel X qui est présent donc en double exemplaire chez les individus de sexe féminin et en un seul exemplaire chez les individus de sexe masculin. Vous m'entendez? C'est bon. Oui, docteur, parfait. Maintenant, pour illustrer donc, toutes ces maladies, pour avoir des renseignements, on est obligé d'utiliser l'arbre généalogique. L'arbre généalogique est un outil très utilisé en génétique médicale. Il va nous renseigner sur les relations entre les membres de la famille. Donc, les unions, les grands-parents, les ascendants, les descendants, les membres d'une même fratrie, toutes ces relations, c'est l'arbre généalogique sur les personnes qui sont touchées, donc les membres de la famille qui sont affectés ou non par la maladie. Donc, c'est à partir, lorsqu'on va établir l'arbre généalogique au niveau d'une famille, c'est à partir des caractéristiques des différentes maladies qu'on vient de citer, donc autosomique dominante ou bien récessive autosomique ou bien liée à l'X dominante ou récessive, c'est à partir des caractéristiques de ces maladies qu'on va retrouver donc les relations au niveau de l'arbre généalogique. On va voir maintenant les symboles de cet arbre généalogique. Donc, nous avons ici un arbre généalogique. Nous avons les chiffres romains, donc 1, 2 et 3, qui veut dire les différentes. Avec le portable, c'est pas évident. Donc, on a dit qu'on a la première génération des grands-parents. Ensuite, la génération des enfants, c'est la 2. Et la 3, celle des petits-enfants. Et en chiffres arabes, c'est les membres de la même fratrie. Maintenant, les symboles. Donc, les individus de sexe masculin, ils sont représentés par des carrés. Les individus de sexe féminin par des cercles. Maintenant, le losange, lorsqu'on fait, donc on établit l'arbre généalogique, lorsqu'on fait l'interrogatoire, donc où on n'a pas de sexe spécifique. Maintenant, lorsque l'individu est décédé, on a cette mention ici. Ici, c'est les mariages ou bien les unions. Un mariage consanguin, donc c'est par un double trait, et ça, c'est la relation entre les parents et les enfants. Ici sont symbolisés les jumeaux dizygotes, et là, avec un trait au milieu, les jumeaux monozygotes. Donc ici, c'est un garçon et une fille, et là, 2 filles. Les autres symboles, lorsqu'on a donc un élément, soit un carré ou un cercle, et que c'est rempli à l'intérieur,
ça veut dire que c'est l'individu qui va exprimer la maladie. Ça veut dire qui est malade. Donc, sujet de sexe masculin exprimant le caractère étudié, sujet de sexe féminin exprimant le caractère étudié. Maintenant, on a cette flèche qui est à ce niveau. Donc, mais lorsqu'on voit qu'à partir il est dit probant, donc vous allez retrouver plusieurs appellations, probant, ANT, soit propositus, soit le cas index. Donc c'est le cas qui est indexé, qui va introduire la maladie dans la famille. Il peut être bien sûr de sexe masculin ou bien de sexe féminin. Maintenant, lorsque on a un caractère donc autosomique récessif, donc là, qu'est-ce qu'on aura? Donc l'individu, donc il est hétérozygote, on aura donc la moitié qui est remplie. Ici, c'est un individu de sexe masculin. Et avant de terminer, donc on a l'hétérozygote, on va voir récessif lié à l'X. Lorsqu'on a une hérédité donc liée à l'X, c'est une hérédité récessive, on va voir que les femmes sont conductrices de la maladie. Donc, phénotypiquement, elles sont saines, mais c'est elles qui vont transmettre de la maladie. Elles sont dites conductrices ou bien porteuses. Et c'est ça le symbole qui est représenté sur l'arbre généalogique. Ici, une grossesse en cours. Là, c'est un avortement spontané. Et là, lorsqu'on a une petite barre, c'est une interruption médicale de grossesse, ce qu'on appelle ITG, interruption thérapeutique de grossesse. Donc ça, c'était en grosso modo l'ensemble des symboles qui sont utilisés en génétique médicale. Maintenant, on va voir les différents types de transmission. On va commencer par la transmission autosomique dominante qui est la plus fréquente. Elle représente plus de 50% des maladies mendéliennes. Leur incidence, tout dépend de la maladie, elle est élevée dans certaines régions géographiques. Donc, comme on a la Corée de Huntington, qui est élevée en Europe. Donc, tout dépend de la maladie. Ici, puisque c'est une maladie autosomique, donc la mutation, elle s'est déroulée dans un gène situé sur les autosomes, donc de la première à la 22e paire. Et puisque c'est dominante, donc on n'a pas besoin de la mutation des deux allèles. Est-ce que vous vous rappelez, on a dit chromosome par paire, donc on a deux versions, deux allèles. Ils peuvent être identiques, homozygotes, ou bien différents. Là, la mutation d'un seul de ces allèles est suffisante pour provoquer la maladie. Donc, on a ici des unions. Et à chaque fois, le symbole qui est le gène qui est dominant, il est toujours symbolisé par une majuscule. Et le symbole récessif, il est toujours symbolisé par une minuscule. Donc, nous avons un individu, donc, au niveau des parents, un individu atteint. Généralement, lorsque l'individu est atteint, généralement, il est hétérozygote parce que les mariages consanguins sont vraiment rares. Et rarement, un sujet qui est atteint va épouser une femme atteinte. Donc, généralement, le plus souvent, ils sont hétérozygotes, comme on le voit ici. Donc, l'allèle grand A, c'est celui de la maladie. Donc, grand A avec petit a, qui est l'allèle normal. Donc, l'union, elle s'est faite avec une personne, donc homozygote indemne, petit a, petit a. Maintenant, au niveau des gamètes, parce qu'on sait que nous avons, on a dit 46 chromosomes, mais avant la fécondation, on va avoir au cours de la gamétogénèse, pour avoir donc l'ovocyte et le spermatozoïde, on a ce qu'on appelle la division méiotique. Nous allons avoir une réduction du nombre de chromosomes. De 46, on va avoir 23.
Et là, donc chaque gamète va porter un des deux allèles des parents, au hasard. Ça peut être soit l'allèle venant du père, comme par exemple ici l'allèle grand A, soit l'allèle petit. Donc cette méiose, une réduction, c'est pour qu'au moment de la fécondation, on aura donc les 23 venant du spermatozoïde et les 23 venant de l'ovocyte. Nous allons avoir donc la restauration du nombre de chromosomes qu'on appelle diploïdes, c'est-à-dire 23 fois 2 est égal 46. Qu'est-ce qu'on va obtenir après cette union? On va obtenir donc la moitié des enfants, 50% qui seront atteints. Donc, ils ont hérité de l'allèle malade donc de l'un des parents. Et on a donc 50% des enfants qui sont indemnes. Donc, les sujets qui sont indemnes, regardez. Zygote. L'un des deux parents, puisque c'est une maladie donc dominante, il a hérité donc du gène venant de l'un des parents. Donc l'un des parents est le plus souvent hétérozygote pour la maladie. Les homozygotes, comme je viens de le dire, sont vraiment rares. Et chaque grossesse, parce qu'on a vu c'était au hasard, donc la gamétogénèse, ça dépend de quel donc allèle a hérité. Chaque grossesse est un événement statistique indépendant. Et on n'a pas beaucoup de mariages consanguins, chose qu'on ne va pas retrouver dans d'autres types de transmission qu'on va voir tout à l'heure. Ici, donc on va voir les caractéristiques de cette hérédité transautosomique dominante. Donc nous avons un individu donc, de sexe masculin. Regardez, c'est un sujet donc, qui est malade. Il est hétérozygote. Il a un allèle donc malade qui est représenté en blanc et l'allèle sain qui est représenté en bleu. Il a épousé donc une femme saine. Généralement, c'est l'homme qui est atteint. Une femme donc saine qui porte, donc qui est homozygote, deux allèles normaux qui sont en bleu. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu donc la moitié de ces enfants qui sont atteints, donc qui sont hétérozygotes avec l'allèle malade en blanc, et la moitié des enfants qui sont indemnes ou bien saines. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque donc qu'une personne atteinte a forcément un parent qui est atteint. La transmission, elle peut être donnée par les deux sexes. Donc, le parent, que ce soit donc le père ou bien la mère, peut transmettre la maladie. Donc, une caractéristique qu'on ne va pas retrouver dans l'hérédité, donc liée à l'X et à l'Y. Donc, les maladies à transmission autosomique dominante sont transmises par les deux sexes, que ce soit de sexe masculin ou féminin. Nous avons une transmission père-fils, donc le père peut transmettre la maladie donc à ses garçons, chose qu'on ne retrouve pas dans l'hérédité liée à l'X. Et une personne donc atteinte transmet la maladie à 50% de ses enfants. Nous avons, les deux sexes sont atteints par la même fréquence, autant de filles que de garçons atteints. Donc, nous avons ici un arbre généalogique qui nous montre la transmission autosomique dominante. Donc, tous les sujets qui sont atteints ont forcément un parent qui est atteint. Ce qu'on appelle la transmission. Je suis revenue. Ce qu'on appelle une transmission verticale. Donc, dans l'arbre généalogique, essayez de remarquer, nous avons une transmission verticale des caractères. Et qu'est-ce qu'on remarque? Il n'y a pas eu de saut de génération. Chaque fois qu'on a donc une personne atteinte, forcément, elle a un de ses parents atteint. Donc, et les deux sexes peuvent transmettre la maladie. Comme là, nous avons le père, ici, et là, nous avons donc la mère qui est atteinte. Les parents normaux, puisqu'ils sont homozygotes, ils n'ont aucun risque de transmettre la maladie. Comme exemple de maladie autosomique dominante,
nous avons l'hypercholestérolémie familiale, nous avons le syndrome de Marfan, nous avons la neurofibromatose de type 1, nous avons une maladie donc, neurodégénérative qui est la chorée de Huntington, la maladie aussi de Huntington, la polydactylie, l'achondroplasie et la maladie de Stickler. Donc, ce sont des maladies autosomiques dominantes. On va voir tout à l'heure 3 exemples de ces maladies avec les manifestations cliniques. On a vu les caractéristiques. On avait dit, est-ce que vous vous rappelez, pas de saut de génération, transmission verticale, 50% des enfants atteints, transmise par les deux sexes, transmission père-fils, mais nous avons quelques particularités. On a des exceptions à cette hérédité autosomique dominante. Première particularité, c'est ce qu'on appelle la pénétrance. La pénétrance, ça veut dire lorsque l'individu va manifester tous les signes cliniques de la maladie. Elle est dite incomplète lorsque l'individu il ne présente aucun signe de la maladie. Donc, nous avons des individus dans certaines maladies, selon le sexe et selon l'âge, qui ne présentent pas de signes cliniques de la maladie. Cette pénétrance est égale au nombre, on a dit le plus souvent hétérozygotes, le nombre d'hétérozygotes malades sur le nombre total d'hétérozygotes. Cette pénétrance, elle peut varier avec l'âge. Donc, nous avons des maladies où la pénétrance, elle est égale à 0 chez l'enfant, surtout les maladies neurodégénératives, et elle est de 100% à 70 ans. Nous avons d'autres maladies qui varient avec le sexe. Donc, les signes cliniques sont moins importants, par exemple, chez la femme par rapport à l'homme. Donc, c'est ça, cette particularité. Comme exemple, on va donner l'exemple de la chorée de Huntington. On a dit c'est une maladie neurodégénérative qui survient surtout à un âge avancé. À la naissance, nous avons une pénétrance de 0%. Donc, pas de signe clinique. Une pénétrance de 50% à l'âge de 40 ans et de 100% à l'âge de 70 ans. Donc, les signes cliniques, tout le tableau clinique de la maladie, il est complet à l'âge de 70 ans. Docteur, maintenant, oui, s'il vous plaît, il y a une oui, étudiante qui n'a pas compris le rapport hétérozygote malade sur hétérozygote sain. d'accord, je vais revenir. Merci. Le nombre d'hétérozygotes, c'est par rapport à l'arbre généalogique. Donc, on a les individus donc, qui ont hérité. Le nombre d'hétérozygotes malades, c'est eux donc, qui ont hérité, qui ont les signes cliniques plutôt de la maladie. Quand par exemple, nous avons 5 hétérozygotes donc, qui présentent les signes cliniques sur le nombre total d'hétérozygotes. Le nombre total est 10. Donc, 5 sur 10, ça veut dire 0,5. C'est bon, c'est clair? C'est clair, Marie Curie? Oui, c'est bon. Marie Curie, la Oui, chimie? elle s'appelle Marie Curie. Deuxièmement, on a la deuxième caractéristique de l'hérédité autosomique dominante, plutôt la deuxième particularité, c'est l'expressivité variable. Donc, nous avons des maladies où l'expression clinique, elle va varier d'un individu à un autre. Premièrement, lorsqu'on a vu la pénétrance, c'est une évaluation quantitative. Donc, c'est par rapport aux signes cliniques quantitativement. Donc, 0% jusqu'à 100%. Maintenant, l'expressivité, c'est une évaluation qualitative. Là, on a, suivant la maladie, chaque individu peut exprimer un signe clinique particulier. Comme exemple, on va donner l'exemple de l'ostéogenèse imparfaite. Donc, l'ostéogenèse, c'est une maladie qui est due à une mutation du gène qui code pour le collagène. Le collagène de type 1, qui est un constituant du tissu osseux. Qu'est-ce qu'on va retrouver chez les individus atteints de cette maladie?
on va avoir le plus souvent une fragilité osseuse et des fractures pathologiques. Et là, les manifestations cliniques peuvent être variées. Comme ici, nous avons la sclérotique de l'œil qui est bleue. C'est une caractéristique donc de l'ostéogenèse imparfaite. On peut avoir ça chez certains sujets et chez d'autres, une ostéoporose, chez d'autres, donc des fractures pathologiques. On a des signes cliniques extrêmement variés. Donc, c'est la maladie du célèbre pianiste, je ne sais pas si vous le connaissez, Michel Petrucciani. Donc, elle est caractérisée par une fragilité vraiment osseuse et on a une expressivité variable. Comme deuxième exemple, on va donner l'exemple de la neurofibromatose de type 1. Donc, c'est la maladie de Rein-Klein-Rosen. Là aussi, les manifestations cliniques sont variables. On peut avoir donc soit des taches, elle est caractérisée. Je me rappelle lorsque j'ai fait mon internat, il y avait une personne qui était touchée par la maladie de Rein-Klein-Rosen, caractérisée par des taches café au lait. C'est des taches donc au niveau de la peau qui ont cette couleur. Donc c'est la couleur marron. Donc l'expressivité elle est variable. Des taches café au lait. On peut avoir aussi des petites tumeurs au niveau de l'iris qu'on appelle les nodules de Lisch. Comme on peut avoir aussi des tumeurs cutanées jusqu'à avoir des neurofibromes, donc des tumeurs sur les trajets des fibres nerveuses. Donc regardez ici un arbre généalogique qui nous montre l'expressivité donc variée chez les sujets, donc regardez de la même famille et qui ont cette maladie, donc la neurofibromatose de type 1. Donc on a ici les taches café au lait, les nodules de Lisch, le gliome du nerf optique, des lésions squelettiques, des neurofibromes, donc une expressivité variable chez les sujets qui sont touchés. Troisième particularité de cette hérédité autosomique dominante, c'est les mutations de novo ou bien néomutations. Ça veut dire, est-ce que vous vous rappelez au début, lorsqu'on avait vu les symboles, on avait dit le probant ou bien le cas index, donc qui était indexé par une flèche. On a dit dans tous les ascendants et la fratrie, ils étaient normaux. Donc, c'est lui qui va introduire la maladie au niveau de cette famille. Donc, le sujet malade a des parents qui sont complètement sains. La mutation, elle s'est produite au niveau des gamètes lors de la gamétogénèse chez cet individu. Donc, ces mutations sont augmentées. On a beaucoup de néomutations dans l'hérédité autosomique dominante. Elles sont favorisées par l'âge paternel avancé. Donc, on parle le plus souvent d'âge maternel, mais chez l'homme aussi, on a un vieillissement des gamètes. Donc, ce qu'ils ont constaté, que les maladies, lorsqu'il y a une néomutation, le risque est augmenté lorsque les gamètes sont plus ou moins vieillis, lorsque l'âge paternel est avancé. Docteur, Oui, une question s'il vous plaît. oui, bien sûr. Donc, puisqu'il y a des mutations de novo, donc pas Oui, forcément les enfants ont obligatoirement un parent atteint. oui. C'est l'individu, c'est lui qui l'a introduit dans la famille. Donc, pas forcément un parent atteint. Pas forcément. Les parents sont automatiquement sains. C'est lui qui a introduit la maladie dans la famille. D'accord, merci. Parce que c'est une hérédité, on a dit, autosomique dominante. Donc, la transmission, est-ce que vous vous rappelez, verticale. Il n'y a pas eu de saut de génération. Donc, puisqu'on a parent atteint, l'enfant une maladie donc dominante, on connaît ses signes cliniques et on voit que les parents ils sont sains, donc automatiquement on va dire que c'est l'individu, il n'y a rien dans la fratrie, c'est lui qui a introduit la maladie dans la famille. C'est bon? C'est bon. Les néomutations sont fréquentes, 50% dans la neurofibromatose de type 1, 50% dans la maladie de Marfan. Donc, la maladie de Marfan, c'est une maladie qui se manifeste donc, par des manifestations squelettiques. Elle est due à une mutation du gène qui code pour la fibrilline. La fibrilline, c'est un constituant des fibres élastiques. Les fibres élastiques qu'on retrouve au niveau du poumon, au niveau des gros vaisseaux. Lorsqu'il y a une mutation donc, de ce gène, il y aura la maladie de Marfan.
et elle est très augmentée, donc le risque de néomutation, il est très dans l'achondroplasie. Il est de 80%. L'achondroplasie, c'est une maladie qui est caractérisée par un nanisme. Oui, S'il vous plaît. Avant de commencer, il y a quelques questions sur autosomique dominante. il n'y a pas de problème. D'accord. Je vous entends. Sur le même thème, est-ce que sur les QCM, قال لك en couche, les parents sont obligatoirement atteints? Oui, transmission verticale des caractères. Donc, هذه نديروها في الQCM. Oui. Je vais vous D'accord. donner quelques QCM à la fin D'accord. et je vais vous laisser répondre. D'accord. Une autre question. قال Oui, لك, est-ce qu'une néomutation peut oui. supprimer une autre mutation et par la suite la disparition de la pathologie? Normalement, non. Chaque mutation, elle touche un gène particulier, spécifique. D'accord. Le gène, il ne va pas revenir normal. D'accord. Une autre question. Si un Oui, sujet n'exprime pas de signes cliniques, on dit oui. qu'il y a un saut de génération? C'est une particularité, c'est pas un saut de génération. D'accord. C'est une particularité, même si lui, il n'exprime pas les signes cliniques, mais dans la fratrie, il y a son frère ou sa sœur ou des cousins qui vont exprimer la maladie. D'accord. Donc, normalement, c'est bon. Y a-t-il d'autres questions sur la transmission autosomique? Je vais vous refaire les caractéristiques. La Oui. transmission autosomique dominante, il y a les parents sont forcément atteints. Et les deux sexes peuvent faire la maladie. Ça, D'accord. S'il vous oui, plaît. Mhm. S'il vous plaît, un mot sur la pénétrance. oui. La pénétrance, lorsque le sujet a une pénétrance complète, c'est-à-dire les signes cliniques de la maladie. Lorsqu'elle est incomplète, c'est dit ou à la naissance, donc la pénétrance est incomplète, il n'y a aucun signe clinique. Et comme on a vu, les maladies neurodégénératives, donc 0% à la naissance, à l'âge de 40 ans, par exemple, il a 50%, et à 70 ans, il a 100%. La pénétrance, donc, c'est le pourcentage d'exprimer les signes cliniques de la maladie. C'est une évaluation, je vous ai dit, quantitative. Et l'expressivité, c'est une évaluation qualitative. C'est bon? D'accord. On a dit C'est bon. transmise Merci, par les docteur. deux sexes. Il y a une transmission père-fils et les parents transmettent à la moitié de leurs enfants avec une fréquence égale pour les deux sexes. Maintenant, on va voir l'hérédité, la transmission autosomique récessive. Donc maintenant, l'allèle muté, il est récessif sur l'allèle sauvage. Donc, on a dit que pour l'hérédité, est-ce que vous vous rappelez à transmission autosomique dominante, on a dit qu'il fallait la mutation d'un seul allèle pour avoir les signes cliniques. On n'a pas besoin d'avoir les deux. Maintenant, là, on a besoin de la mutation des deux allèles pour avoir les signes cliniques de la maladie. Donc, puisque c'est une maladie donc, récessive, les sujets atteints sont forcément homozygotes. Donc, lorsqu'ils seront hétérozygotes, ils seront forcément sains. Les hétérozygotes sont sains. Donc, nous avons ici une union, une personne hétérozygote, donc indemne, puisqu'on a dit pour avoir un individu donc malade, il doit être forcément homozygote. Nous avons une personne indemne qui a épousé. Donc, on va voir les maladies qui vont apparaître dans la descendance. Tout à l'heure, il n'y avait pas de saut de génération. Maintenant, les parents sont d'apparence normale, donc il y a des sauts de génération. Il a épousé sa cousine et dans la descendance, on va voir la maladie qui va apparaître. Donc, on a dit un sujet donc hétérozygote indemne qui a épousé donc une autre personne donc hétérozygote indemne.
on a eu donc la gamétogénèse, une sélection au hasard donc des allèles, soit l'allèle donc muté qui est le petit b qui est responsable de la maladie, ou bien l'allèle normal qui est le grand B. Et là, dans la descendance, tout à l'heure, on avait dit que le parent transmettait la maladie à la moitié, à proportion de 50%. Là, le risque donc de récurrence ou bien de transmission est d'un quart. Donc, c'est un risque de 25%. C'est une maladie. Pour avoir la maladie, il faut qu'elle soit héritée des deux parents. Par rapport à tout à l'heure, un seul des parents peut transmettre la maladie. Là, il faut que les deux parents soient donc porteurs de la maladie. On a beaucoup de mariages consanguins dans l'hérédité autosomique récessive. Nous avons ici aussi donc l'union de deux personnes hétérozygotes. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a dit la proportion, donc c'est la 25%, 25%. Donc la moitié des enfants donc sont plutôt porteurs de la maladie hétérozygote. Ils risquent de la transmettre eux aussi à leurs enfants. 25% des enfants donc, sont indemnes et 25% des enfants sont atteints. Les sujets atteints sont forcément homozygotes. Et on a dit les parents sont sains. Mais il faut que la mutation soit présente chez les deux parents pour avoir la maladie. Là aussi, c'est comme l'hérédité donc dominante autosomique puisque c'est localisé sur les autosomes. Donc la maladie, elle a la même fréquence pour les deux sexes. On peut avoir la transmission donc père-fils, elle peut exister. Et là, tout à l'heure, on avait eu la transmission donc verticale, il n'y avait pas de saut de génération. Ici, on va retrouver donc les cas qui sont touchés dans la même fratrie. Donc nous avons une transmission horizontale, une répartition horizontale des caractères. Les parents, comme on le voit ici, regardez généralement, ils sont sains. Les deux sexes sont touchés par la même fréquence, masculin et féminin. Donc c'est ça les particularités de cette hérédité. Transmission, on a dit répartition verticale. Les parents, les deux, il faut qu'ils soient hétérozygotes, donc porteurs de l'allèle malade pour transmettre la maladie, et ils la transmettent à 25% de leurs enfants. La plupart des maladies récessives sont des maladies dues à des défauts enzymiques et héréditaire, généralement, elle est récessive. Donc, nous avons comme exemple de maladie la mucoviscidose, la drépanocytose et les thalassémies, donc qui touchent les globules rouges, l'hyperplasie congénitale des surrénales, l'hémochromatose, une maladie, donc la phénylcétonurie, et on a la maladie de Charcot-Marie-Tooth, donc qui est une maladie musculaire, une neuropathie musculaire. On va donner quelques signes, oui. Exemple de la maladie qu'on va donner, on va donner une maladie la plus fréquente, c'est la mucoviscidose. Donc la mucoviscidose est une maladie très fréquente en Europe, en France. Elle représente un nouveau-né sur 3000. Elle est due à une mutation du gène CFTR. Le gène CFTR est localisé sur le chromosome 7. Les manifestations cliniques ça va toucher donc là où il y a du mucus. Le gène CFTR, il est présent au niveau des canaux de chlore. Et là, au niveau cellulaire, lorsqu'on aura une mutation, il y aura accumulation donc du chlore et de l'eau donc à l'intérieur des cellules. On aura vous rappelez il ne pourra pas donc être éliminé vers l'extérieur et là, on aura une fréquence des surinfections. Généralement, c'est les surinfections qui entraînent les décès des personnes. C'est une maladie très fréquente. C'est clair pour l'hérédité autosomique récessive?
Donc, y a-t-il des questions? Sa particularité, c'est les mariages consanguins. Y a-t-il des questions? Donc, les maladies récessives peuvent être homozygotes? Oui, les maladies récessives doivent être homozygotes. Le malade, il est forcément, obligatoirement, s'il fait homozygote. Donc, s'il est hétérozygote, il est sain. Elle doit être transmise par les deux parents. Donc, si l'un des parents est indemne, donc elle ne pourra pas être transmise à la descendance. C'est pour ça qu'elle est fréquente au cours des mariages consanguins. Répartition horizontale. C'est bon? Attends. Il parle des parents. Donc, est-ce que les parents peuvent être homozygotes? S'ils sont homozygotes, ils sont forcément atteints. Attends. D'accord. Le Parce risque qu'ils ont transmis la maladie. Donc, si l'un des parents, donc il est homozygote sain, et le deuxième, donc il est atteint, puisqu'on dit atteint, donc forcément homozygote, il n'a aucun risque de transmettre la maladie. Si on voit donc dans la descendance qu'il y a des sujets atteints, c'est que les parents sont forcément les deux hétérozygotes et qui portent la maladie. C'est clair? Oui, une autre question. Oui. Le risque de transmission est de 1/4, même si on ne sait pas si l'autre parent est hétérozygote. Puisqu'on a vu la maladie, forcément, il est hétérozygote. D'accord. Parce que si l'un des parents, donc il va transmettre la maladie, donc il a l'allèle grand A par exemple normal ou l'allèle petit a ou est muté responsable de la maladie, et le deuxième parent, donc le deuxième parent, il est homozygote, donc indemne, les enfants forcément ils vont être malades, et plutôt ils vont être sains, 100%. Donc il faut que les deux parents, puisqu'ils sont sains, il faut que les deux soient hétérozygotes, bêche l'enfant, et j'ai un la maladie. C'est clair? D'accord. Oui, c'est clair. On peut avancer? Oui. Lorsque c'est pas clair, je refais. Je reviens en arrière. Maintenant, la transmission liée à l'X. La transmission liée à l'X, donc le gène nous avons donc à peu près 200 gènes qui sont localisés sur le chromosome X par rapport aux autosomes où on a plusieurs. Donc, on a 22 paires d'autosomes. Là, on n'a pas beaucoup. Nous avons à peu près 200 gènes qui sont localisés uniquement donc, sur le X. L'homme, il est dit donc hémizygote parce qu'il a un seul chromosome X. La moitié, donc hémizygote. On n'a pas la notion d'hémizygote, on la retrouve pas dans l'hérédité autosomique. Donc, on avait soit homozygote, soit hétérozygote. Là, l'homme, il est hémizygote. Donc, nous avons lorsqu'il a donc l'allèle sain, forcément, il est sain, que ce soit autosomique dominante ou récessif. Lorsqu'il a l'allèle muté, forcément, il est malade. On n'a pas une transmission père-fils. Parce que l'homme, il va transmettre donc uniquement le Y à ses enfants. La transmission père-fils qu'on avait retrouvée dans l'hérédité autosomique. On va commencer par les maladies récessives liées à l'X. Donc, on a dit récessive, il faut que la mutation des deux allèles pour avoir les signes cliniques. Bien sûr, chez la femme, on a dit l'homme, il a la moitié, hémizygote. Donc, nous avons ici, c'est là où on retrouve la notion donc de conductrice, de femme porteuse. C'est la femme qui a introduit donc la maladie chez la famille, etc. Donc là, nous avons l'union entre deux parents. Une femme hétérozygote, donc conductrice, c'est elle qui a ramené la maladie, puisque c'est récessif, donc
phénotypiquement, la femme, elle n'a rien. Donc, elle est saine. Mais génotypiquement, elle est hétérozygote. Elle porte l'allèle, donc muté. L'homme, il est indemne. Donc, il a le X. Puisque c'est une maladie, donc on a dit récessive, donc l'allèle muté, il est représenté, est-ce que vous vous rappelez au début, l'allèle muté, une maladie récessive, il est symbolisé par une minuscule. Lorsque c'est une maladie dominante, il est symbolisé par une majuscule. Donc petit x, c'est l'allèle malade. Et grand X, c'est l'allèle sain. Donc l'homme, il est sain. Après, donc répartition aléatoire des gamètes, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc un quart des filles qui sont conductrices. Donc on a un quart des garçons, j'ai le chromosome X, donc muté de la mère, un quart des garçons donc qui sont atteints. Donc on a un quart des filles qui sont indemnes, qui ont hérité donc du X normal de la mère et du X normal du père, et un quart des garçons qui sont indemnes. Donc les filles, donc la moitié des filles, elles sont conductrices. Maintenant, on parle seulement des individus de sexe féminin. Donc, au global, on avait les proportions un quart. Donc, un quart de filles conductrices, un quart de filles indemnes, un quart de garçons indemnes et un quart atteints. Maintenant, on va parler des individus de sexe féminin et des individus de sexe masculin à part. Mais les individus de sexe féminin, donc la moitié des filles, elles sont conductrices et la moitié et l'autre moitié, elles sont indemnes, donc homozygotes. Donc c'est ça. Maintenant pour les garçons. Donc les garçons, la moitié sont indemnes, donc c'est ça, la moitié des garçons bien sûr, et la moitié sont touchés. Donc, pour avoir cette répartition, il faut que la mère soit porteuse de cet allèle muté. Donc c'est elle qui a ramené donc le gène muté et qui l'a transmis à ses enfants. Nous avons donc la même union et on va voir donc la particularité de cette hérédité. Donc les sujets qui sont atteints naissent comme on a vu tout à l'heure pour la récessive autosomique, ils vont naître forcément à partir de parents qui sont normaux. 50%, comme on avait dit tout à l'heure, 50% donc des enfants, la moitié plutôt des garçons sont touchés et la moitié des garçons sont sains. Donc, et la moitié des filles sont conductrices. Donc, on a dit, c'est là où on retrouve la notion de conductrice. Donc, on a dit, l'homme est hémizygote. Maintenant, un autre cas de figure, un autre exemple, là où on a l'homme qui est atteint. Donc, c'est l'homme qui a ramené, la femme, elle est homozygote indemne, et là, l'homme, c'est lui qui est atteint. Donc, il a l'allèle donc récessif petit x avec son y. On a dit moitié hémizygote. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la descendance? Les proportions vont changer. Donc, on va voir donc la moitié des enfants qui seront conductrices. Donc, les filles vont hériter de l'allèle normal venant de la mère et de l'allèle muté venant du père. Donc, la moitié des filles seront conductrices et la moitié donc, des garçons qui seront indemnes. Donc, la moitié des garçons. Pourquoi on a donné l'exemple de cette union? C'est pour vous montrer que lorsque l'homme est atteint, donc le garçon, il est indemne. Donc, on n'a pas de transmission père-fils dans l'hérédité liée à l'X. Regardez maintenant l'arbre. Oui. S'il vous plaît, pourriez-vous revenir à la présentation précédente? Oui. La précédente, D'accord. Voilà. Ici? Normalement, Hiba, c'est bon? Oui. Là, la mère, elle est porteuse, donc elle est saine. Mais elle est saine, elle est conductrice, elle a l'allèle muté, et le petit bleu, elle a l'allèle normal. Et le père, il est sain, donc elle a le grand X. Dans la descendance, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu des proportions de un quart. Donc, un quart des filles, elles sont conductrices, elles vont conduire la maladie. L'autre quart, donc toujours des filles, sont indemnes, donc homozygotes. La moitié, donc plutôt un quart des garçons qui seront malades, puisqu'il y a un hémizygote, d'où l'allèle malade, tu as le X de la mère,
ou le chromosome Y. Un quart des garçons seront atteints et un quart des garçons sont sains. Maintenant, lorsqu'on va traiter donc, les individus de sexe féminin et de sexe masculin, donc on aura 50% de garçons qui seront atteints, la moitié des garçons atteints, et la moitié des garçons qui seront sains. Et la moitié donc, des filles qui seront conductrices, la moitié des filles conductrices. Et les parents, donc lorsqu'on remarque, les parents sont sains. Donc la mère, elle n'est que conductrice. Donc dans les générations parentales, donc c'est une transmission donc horizontale. Il n'y a pas eu de transmission verticale. La dominante, donc les parents touchés, les enfants aussi touchés. C'est clair? Oui, normalement, c'est clair. C'est bon. D'accord. On a Merci, dit, docteur. il n'y a pas de quoi. On a illustré la transmission, l'absence de transmission père-fils par cette union. Donc, on a donné donc, un homme atteint lorsqu'il va épouser une femme indemne. Donc, les garçons, forcément, gaïkounou indemne. Donc, il n'y a pas de transmission père-fils. Ici, on a un arbre généalogique qui nous démontre très bien cette hérédité autosomique, plutôt récessive, liée à l'X. Est-ce que vous rappelez le symbole qu'on avait vu tout à l'heure? On avait dit que lorsque la femme, donc, elle introduit la maladie, on peut avoir donc la moitié assurée, soit ça, soit un petit point qui est à l'intérieur. Donc, les hommes, est-ce que vous remarquez sur l'arbre généalogique, on a les hommes, la maladie, elle est beaucoup plus fréquente chez les hommes. Regardez les carrés. Donc, les carrés pleins, elle est beaucoup plus fréquente chez les hommes. Et les femmes, qu'est-ce qu'on remarque? Les femmes sont conductrices. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a regardé des sauts de génération. Donc, il n'y a pas eu ici de sujets qui sont touchés. On peut avoir donc des sauts de génération. C'est une spécificité de l'hérédité récessive. L'absence de transmission père-fils. Regardez ici, donc le garçon l'a touché, mais son père, il est totalement indemne. Donc, une chose qu'on retrouve dans l'hérédité autosomique récessive. Les sujets de sexe masculin, où est-ce qu'on va les retrouver? Les sujets de sexe masculin, donc lorsqu'ils sont touchés, regardez, Minjabou la maladie, donc ils l'ont ramené par leur mère. Donc les sujets de sexe masculin, donc touchés, ils se retrouvent au niveau de la lignée maternelle. Donc regardez dans les grands-parents, c'est le grand-père, donc plutôt maternel, qui était touché dans les grands-parents maternels, du côté maternel, puisque l'homme, il n'a rien transmis à son fils. Peut avoir des sauts de génération. C'est clair pour l'hérédité récessive liée à l'X? Avant de voir les particularités. Un bébé est en train de poser une question. Oui. Donc, les filles atteintes sont forcément homozygotes avec un parent atteint et une mère C'est atteinte. sûr. Oui. Oui. Avec le père, lorsque le père est atteint, la mère, elle est porteuse. Oui. Donc là qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve voyage consanguin. Oui. Donc, est-ce qu'on peut considérer que la transmission est exclusivement croisée? Comment ça croiser? Je ne sais pas. Khalil Hannoun. Donc, le terme hémizygote est uniquement utilisé pour le garçon. Le terme hémizygote est uniquement utilisé pour les transmissions donc liées à l'X, c'est uniquement pour le garçon. Hémi, ça veut dire moitié, parce qu'il a la moitié d'un chromosome X. D'accord. Un Khalil seul Hannoun. plutôt.
Il y a d'autres questions? Non, donc il n'a pas répondu. Donc, normalement, c'est bon. Marie, si tu réponds, tu peux D'accord. me la C'est bon. poser au cours. Les D'accord. particularités de cette hérédité autosomique récessive. On va voir la lyonisation, l'hypothèse de Lyon. Est-ce que vous, on vient de le dire? Donc, les individus de sexe, les individus de sexe féminin, c'est les XX. Donc, dans toutes les cellules, tu as le corps, n'importe quelle cellule, cellule au niveau de la peau, cellule au niveau de la muqueuse buccale, puis les cellules, donc, on a 22 paires d'autosomes, on a une paire de chromosomes sexuels XX. La paire de chromosomes sexuels XX, dans toutes les cellules du corps, un chromosome X qui est fonctionnel, ou un autre qui va être inactivé. Donc, les deux chromosomes X ne peuvent pas être actifs en même temps. Par exemple, lorsque vous prenez une cellule au niveau de, par exemple, la muqueuse buccale, au niveau de la bouche, on fait un frottis buccal, qu'est-ce qu'on va voir? Un chromosome X qui est actif, ou le deuxième, et je mouche les deux qui sont actifs en même temps. L'inactivation, elle va se faire chez l'embryon. من يكونوا هذوك les divisions عند l'embryon تاع les blastomères, l'inactivation تاع le X, elle se fait au hasard. Donc, soit le X اللي جابوه من عند la mère, le X d'origine paternelle qui sera inactivé, soit le X d'origine maternelle. C'est Marie Lyon qui a découvert donc ce processus. Donc, l'inactivation, elle peut se faire au hasard. Alors, on a dit la particularité de l'hérédité liée à l'X, parce que on a dit les divisions embryonnaires, l'inactivation, elle s'est faite. Peut-être, donc la cellule à la peau, le X, inactivé, il est d'origine maternelle. Ça peut être au niveau des cellules au niveau des cellules du foie. C'est une inactivation au hasard qui se fait. Nous avons ici l'allèle normal, en grand X, il est en actif, ou celui d'origine paternelle. Donc ici, puisqu'on a n'aura pas de signe clinique. Mais là, c'est l'allèle normal, donc qui est inactivé, et c'est l'allèle muté, donc c'est lui qui est actif. Et là, on aura les signes cliniques. Donc, on a les signes cliniques chez les porteurs. Donc, on peut avoir un individu donc, qui est porteur hétérozygote et qui peut manifester quelques signes cliniques. Bien sûr, les signes cliniques sont moins graves chez l'homme. Parce que l'homme, donc, est hémizygote, avec le XTR, donc il est fonctionnel. Vous avez compris? Il y a quelques questions. Est-ce que Oui. ceci explique les maladies mosaïques? Là, le mosaïcisme, donc c'est une mutation qui s'est faite. Le mosaïcisme, c'est une mutation l'israt les cellules germinales. Donc le sujet a deux populations donc différentes suivant le tissu. Là, c'est un genre de mosaïcisme, mais qui est tout à fait normal. Donc c'est un phénomène donc physique normal. C'est pas pathologique. L'inactivation, l'hypothèse de Lyon. Mais le mosaïcisme, dans des mutations, quelque chose de pathologique.